La séance va être animée par Caroline Gagnon, professeure titulaire à l'université, à l'École de design de l'Université Laval encore. Et on va recevoir en visioconférence Grégoire Alex Tabeling, qui est fondateur et designer de l'agence Vraiment Vraiment, qui nous a vraiment intéressés. Et Isabelle Daéron, qui est cofondatrice du studio IDEA. En présence, on va également avec Émile Forêt, qui est fondateur de Nouveaux Voisins. Donc, à vous la parole. Bonjour Grégoire, bonjour Isabelle, bonjour Émile. Alors, je vais animer cette séance. Je vais poser une question après chaque intervention, puis ensuite, il y aura la possibilité de faire une discussion avec l'ensemble des intervenants. Alors, je vais passer la parole à Grégoire qui va nous présenter donc le travail de Vraiment Vraiment, puis ensuite, ce sera Isabelle à ton tour. Alors, bonjour Grégoire. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait très plaisir de pouvoir vous présenter notre travail. Je vais projeter la petite présentation que j'ai faite pour l'occasion. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Voilà, alors donc moi je suis designer, je suis un des cofondateurs de l'agence qui s'appelle Vraiment Vraiment. On est une agence de design qu'on a qualifiée d'intérêt général parce que voilà, c'était plus facile pour nous de pas trop définir précisément ce qu'on faisait, mais on est une agence donc d'une petite quarantaine de personnes avec des profils très différents dedans, avec des designers, beaucoup, des gens qui font qui viennent des sciences politiques, des gens qui viennent de l'urbanisme et des gens qui viennent de l'intelligence collective. Ça fait depuis un peu plus de 10 ans qu'on travaille quasiment exclusivement avec le secteur public français, avec l'administration française, en tant que designer. Et à l'époque, quand on a commencé à faire ce travail qui était inexistant ou très confidentiel, en fait, on était très inspiré par les Anglais qui commençaient à s'intéresser au design et à l'innovation sociale. Et en fait, on a décidé de se lancer aussi un peu là-dedans, avec une spécificité un peu française, qui est que quand on veut travailler pour le social en France, on travaille principalement avec l'action publique, car l'administration est très d'ampleur en France. Et du coup, on s'est mis à travailler comme ça avec l'administration française. Donc, design d'intérêt général, ça je vous l'ai déjà dit, qui on était. En fait, on travaille, du coup, nos clients sont des marchés publics, quasiment exclusivement. Donc, on travaille pour l'État, des ministères ou des services, ou l'État sur les territoires et les préfectures. On travaille pour des départements, des régions. On travaille pour des agences publiques du type Pôle emploi, l'agence de l'emploi en France, qui sont à l'échelle nationale, et parfois avec quelques acteurs de la santé ou de l'urbanisme qui, sans être du secteur public, travaillent avec eux. Donc on n'est jamais très loin, hein. C'est un vrai choix, c'est un peu une bagarre au quotidien de pouvoir travailler avec eux et que avec eux, mais pour l'instant ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on fait alors pour les acteurs publics français, pour le secteur public? Alors là, voilà, sur ce petit schéma, il y a ici le politique, hein, les élus, au milieu l'administration, donc tous les gens qui portent les services, et les citoyens. Nous, on se situe principalement entre les administrations et les citoyens, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer la manière dont les services publics touchent les gens à qui c'est destiné, comment faire que ce soit plus simple, que tout le monde puisse y avoir accès facilement. On travaille sur des questions de ville, d'urbanisme, d'espace public. Parfois, on remonte un peu la chaîne, même de plus en plus souvent, c'est-à-dire qu'on travaille purement avec l'administration elle-même en interne, et là, on fait de la transformation publique, c'est-à-dire qu'on aide l'administration pure sans parler directement, enfin, sans parler aux citoyens ou aux usagers, où en fait on fait de la transformation de l'administration ou de la prospective administrative, parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, en fait, personne ne pensait l'avenir de l'administration. Et nous, ça nous intéresse beaucoup de savoir comment est-ce que les services publics vont être portés demain. À la marge, on fait des projets parfois d'innovation sociale pure avec les citoyens, mais c'est assez rare, et parfois quelques projets qui se situent entre les élus et l'administration. Mais voilà, notre travail, c'est vraiment soit le lien entre administration et citoyens, soit administration en interne. Donc notre travail en tant que designer, qu'est-ce que nous on s'est apporté en tant que designer là-dedans? On a une attention aux usages, c'est-à-dire qu'on fait attention à la manière dont les gens se saisissent d'un dispositif, la manière dont ils l'utilisent, quel qu'il soit, hein, que ce soit une chaise ou un service public. Et du coup, alors notre travail s'inspire toujours du terrain. On commence par aller voir comment les gens font sur le terrain. De ça, on arrive à travailler des stratégies, donc on remonte à un niveau plus stratégique, et ensuite on fait attention à la manière dont la stratégie va s'incarner, elle va atterrir
où elle va prendre forme sur le terrain, on fait attention à ce que les usages soient bien respectés et que les gens puissent s'en saisir facilement. C'est attention à tous les moments du projet, à la manière dont les gens saisissent, que ce soit à la fois les agents publics qui portent le projet ou les usagers qui en bénéficient. On fait attention à ce qu'ils puissent, qu'ils soient écoutés et qu'ils puissent bien s'en saisir. Pour ça, on fait beaucoup de travail de terrain. Ce que je vous disais, on rencontre les gens. Là, c'est des usagers ou plutôt des patients d'un hôpital psychiatrique, beaucoup d'entretiens. Alors, c'est pas de la sociologie ni de l'enquête statistique, mais on essaie de comprendre la manière dont les gens vivent les choses. C'est des choses qu'on traduit dans des parcours. On essaie là de comprendre comment est-ce que les gens peuvent être plus ou moins stressés quand ils arrivent quelque part. Donc, on dessine ces parcours-là. Ça nous permet de comprendre comment les gens se saisissent d'un service. On a beaucoup de travail aussi où après on demande aux gens de mettre un peu la main à la pâte. On conçoit, alors on travaille avec eux pour vérifier que ce qu'on fait aille dans le bon sens, que ce soit bien compris. On fait un travail de coproduction des projets avec eux. Et toujours, ce qui est un peu au cœur de notre travail, c'est du prototypage, c'est-à-dire qu'en fait on va faire sur la logique d'essai-erreur avant de lancer un grand dispositif. On va vérifier avec des bouts de carton et du papier qui fonctionnent bien à petite échelle. Puis voilà, ça évite de faire des grandes dépenses publiques sans avoir vérifié que quelque chose fonctionne réellement sur le terrain, quoi. Donc ce travail-là, toujours entre terrain, formalisation, stratégie, qu'on fait en tant que designer et qui nous permet d'aider l'action publique. On prototype tout type de choses, et quand on ne sait pas le faire en physique, parfois on le fait quand c'est un service immatériel. On peut faire là par exemple des vidéos qui permettent de parler de quelque chose et de se projeter dans un dispositif futur. Alors ensuite, comment ça se décline? On a un travail d'amélioration systémique, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ce que nos projets, si on le fait à un endroit, puissent être réplicables ailleurs. Si on le fait pour une collectivité, pour une mairie, on ne va pas le faire pour toutes les mairies de France. On va voir comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ce qu'on fait puisse servir ailleurs. Donc soit, en fait, on fait un travail où on accompagne les agents dans le fait qu'ils puissent eux-mêmes bosser avec nous et faire le projet avec nous. Et en fait, c'est après des outils qu'on met en place, qu'on va diffuser, comme ces exemples-là, par exemple. Ça, c'est pour un travail sur les accueils des jeunesses de la mairie de Paris, où en fait, là, on amène à la fois, on fait le travail de réaménager cet espace d'accueil, mais aussi on tire des grandes préconisations, des grands enseignements qu'on diffuse plus largement et qui nous permettent ensuite de répliquer ce travail à différentes échelles et pour différentes collectivités. Et ça, par exemple, c'est un projet où en fait on travaille pour pas pour les usagers directement, mais là on travaille pour les agents qui distribuent des politiques publiques. Là, c'est pour les gens qui ont besoin d'un hébergement d'urgence. Et en fait, on travaille avec les agents à vérifier tout ce qui existe, parce qu'eux-mêmes, il y a tellement de dispositifs qui existent, qui sont perdus dedans, il y a tellement de transformations, de réformes en permanence, qu'ils ne savent plus quels sont les dispositifs qu'ils peuvent proposer aux gens qui en ont besoin. Et du coup, avec eux, là-dessus, on travaille sur des outils qui permettent de mieux se repérer dans les dispositifs, donc directement à destination des agents, et qui soient, là, l'objectif, c'est que ce travail, cette plateforme puisse être réplicable ailleurs. On a un vrai travail aussi d'accompagnement auprès des territoires, c'est-à-dire qu'on travaille, là c'est très administratif service, on travaille aussi beaucoup avec des collectivités territoriales sur lesquelles on les aide à faire émerger des visions d'avenir sur leur territoire. Moi je travaille à titre personnel beaucoup pour les petites communes rurales, pour la campagne en France, où là en fait on va essayer de les aider à avoir des visions positives, alternatives du territoire, qu'on va... et bien sûr issus du terrain, on va rencontrer les gens, discuter avec eux, mettre des choses sur la table pour pouvoir provoquer une discussion. Là, on s'amuse à faire des objets du futur qu'on discute avec eux, qui nous permettent de les aider à se projeter. Petit à petit, on commence à dessiner des sujets de travail sur lesquels il faut qu'on aille. Là, c'est un journal qui permet qu'on a diffusé auprès de toute la population du village, qui nous permet de raconter ce qu'on va faire avec eux et de les impliquer dans la démarche. Et petit à petit, voilà, on commence à construire des éléments avec eux quand on peut le faire. Ou sinon, on fait ce travail à la fois d'urbanisme et de service qui nous permet de redynamiser ou de transformer la vie d'un village ou d'un territoire. J'essaie d'aller assez vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On a ce travail aussi où là, c'est beaucoup de l'amélioration de dispositifs existants que je vous ai présenté, mais ça nous arrive aussi de travailler sur la création d'une politique publique. Là, cet exemple-là, c'est pour un service d'État où en fait on s'interroge sur c'est vraiment de la prospective. On se demande quelles pourraient être les nouvelles manières de nouvelles services possibles une fois qu'on aura mis en place l'identité numérique. Est-ce qu'on pourra facilement, éventuellement changer d'identité? Enfin, on se pose la question de quels pourraient être les nouveaux services. Et du coup, la question qu'on nous pose, c'est on va mettre ce dispositif-là en place. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme nouveau service à destination des citoyens?
Donc là, on est vraiment sur quelque chose où on crée, où on invente de toutes pièces des nouvelles politiques publiques. Comme je vous disais, de plus en plus, on a ce travail où en fait, on aide l'administration à se transformer et à s'adapter aux changements actuels, que ce soit les crises sanitaires, que ce soit les crises climatiques qu'on est en train de vivre. Et du coup, là, c'est un projet qu'on fait avec la ville de Marseille, qui n'est pas une petite ville, où en fait, on écrit avec les agents tout le projet d'administration, c'est-à-dire la manière dont les agents vont travailler entre eux, la manière dont les agents quels seront leurs outils, quelles seront leurs fiches de poste. Et du coup, en mettant systématiquement, on fait la traduction du projet politique en vie quotidienne. La ville de Marseille va aller vers là, et nous, on travaille avec les agents sur comment est-ce qu'on va faire concrètement pour réussir à mettre ça en place. Donc voilà, on travaille, comme je vous disais, sur leurs outils, sur leurs espaces de travail, sur leur modèle de réunion. Et de ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec les agents pour qu'ils puissent à nouveau s'en saisir. Donc c'est un travail assez colossal parce qu'il y a énormément d'agents, mais qui nous permet d'accompagner la ville dans cette transformation-là. Et je ne sais pas combien de temps il me reste, si j'ai quelques minutes encore. Quelques secondes, en fait. Ah mince. Bon, et après, on a ce travail sur l'espace public dont je vous parlais, où là, on va plutôt être sur de la réactivation de lieux qui sont en perdition. Là, on est sur un quartier d'affaires à Bruxelles, le bâtiment devant être détruit. En fait, la proposition qu'on avait faite, c'est de dire, plutôt qu'avoir un bâtiment qui est inutilisable parce que vous voulez que des grandes administrations ou des grands sièges sociaux, on peut le découper, inventer des nouvelles choses dedans. Donc là, c'est un travail à la fois d'occupation temporaire, de mobilier, un peu d'architecture et d'urbanisme, qui nous permet de trouver des nouveaux usages à des bâtiments existants ou à des lieux existants. Je passe un peu rapidement. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, nous, on porte une vision assez militante de l'action publique. On défend l'action publique, on défend les services publics, ça nous tient à cœur. Et du coup, on a tout un travail interne. À la fois, là, on a construit un jeu de cartes qui permet d'inventer des services du futur. On a un blog dans lequel on publie des interviews, des entretiens ou des articles sur l'action publique et son avenir. On pense que voilà, en tant que designer, on a aussi une vision à apporter, ou en tout cas, on peut apporter une parole sur ce que devrait être pour nous l'action publique, et ce qui nous permet d'indiquer aussi là où on veut aller. Et assez récemment, on a publié sur notre site ce qu'on appelle des fronts. En gros, c'est les sujets que nous, on a envie de travailler, c'est ce que l'action publique que nous, on défend, et on n'a pas encore vraiment... On a quelques projets là-dessus, mais on a plus envie de fédérer une communauté autour de nous, de gens qui ont envie de travailler avec nous, par exemple sur une action publique attentionnée ou une action publique tactique. Voilà, donc aujourd'hui, on est aussi moteur dans les sujets sur lesquels on veut travailler, et on est moteur sur la manière dont on voudrait que l'action publique puisse agir en France. Merci beaucoup. Merci. Wow. J'essaie d'être rapide, hein, désolé. Alors, merci Grégoire. Je vais poursuivre avec une question autour de la complémentarité des différentes pratiques, vraiment. C'est-à-dire que vous avez des designers à l'interne, mais vous avez aussi d'autres praticiens qui travaillent avec vous pour permettre de développer votre pensée autour du design d'intérêt public. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de cette complémentarité des pratiques qui permet justement d'alimenter à la fois votre pratique et aussi ce que vous avez soulevé à la fin, c'est-à-dire le travail plus militant à travers les blogs, les écrits que vous avez aussi développés, qui permet aussi de porter une vision plutôt claire là, de l'action publique telle que vous voulez l'envisager. Alors au départ, quand on a monté l'agence, on n'était que des designers, on était deux en fait. Et petit à petit, on s'est rendu compte que non seulement en tant que designer, on avait des grosses lacunes, c'est-à-dire que moi, je suis designer graphique et quand on me demande de faire de l'objet, en fait, je suis complètement novice. Et donc, en fait, quand on rentre dans une problématique, je vous dis, on fait un travail de terrain qui nous permet d'identifier des solutions. Parfois, c'était des compétences qui nous échappaient un peu. C'est-à-dire qu'en fait, s'il faut aller sur de l'espace, mon associé et moi, on n'était pas bons là-dedans. Donc, il fallait qu'on ait des compétences qui nous permettent de répondre honnêtement aux problématiques qu'on nous posait. Et en fait, on ne pouvait pas tordre le cou en disant non, en fait, c'est pas de l'espace, c'est de la communication qu'il faut faire, parce qu'en fait, on était plus à l'aise là-dedans. Donc, petit à petit, on s'est rendu compte que pour bien répondre aux questions qu'on nous posait, il fallait
avoir des designers de compétences différentes. Et moi, je respecte vraiment les spécificités, les spécialités des designers. Je crois qu'un designer d'objets sait faire des choses que je ne sais pas du tout faire, même si j'ai fait beaucoup d'études de design. Et ensuite, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quand même une analyse plus fine. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire sur compiler beaucoup de données, sur avoir une meilleure compréhension des services publics. C'est assez complexe en France, donc comprendre comment une entité fonctionne avec une autre, voilà, c'est de pousser un peu ce travail de culture des services publics. Et du coup, pour à la fois être plus précis et plus efficace dans le travail de design, on a ouvert à d'autres profils de designers. Et pour être plus précis et plus percutant dans ce qu'on proposait sur les politiques publiques, on s'est dit qu'il fallait des gens qui avaient un vrai background dans les politiques publiques. Et en fait, au fur et à mesure des problématiques qui se posent à nous, on intègre les compétences. Alors nous, on croit très fort au fait qu'on soit une équipe, où tout le monde est engagé dans l'agence. Et en fait, quand on a commencé à avoir des demandes sur de l'espace urbain, eh ben, on a fait rentrer la compétence urbaine dans l'agence. À nouveau, on refuse d'aller sur des choses. Pour nous, c'est trop sérieux de travailler sur des questions de service public pour le faire un peu en dilettante. Donc, dès qu'on peut et dès qu'on a on sent qu'il y a un vrai besoin pour une compétence qu'on n'a pas, on essaie de l'internaliser. Merci beaucoup, Grégoire. On va passer à Isabelle, puis ensuite, on va revenir. Reste avec nous parce qu'on va t'interpeller tout à l'heure, notamment avec les questions du public. Alors, on passera à Isabelle Desron, qui va nous parler aussi de son expérience à titre de designer. Oui, bonjour Caroline, bonjour à tous. Bonjour Isabelle. On ne te voit pas encore. Alors, on va... Ah, voilà! Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vais partager l'écran. Normalement, ça doit marcher. Vous le voyez? Oui, on te voit très bien. Ok, très bien. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, j'ai une formation de designer. J'ai commencé à travailler en tant qu'indépendant il y a une douzaine d'années pour, en 2017, créer une entreprise qui s'appelle le Studio Idae et qui travaille à la fois sur des projets publics pour des collectivités et pour des projets d'aménagement d'espace plutôt pour du privé. En fait, en parallèle de différents projets que j'ai pu faire quand j'étais indépendant, j'ai décidé, j'ai essayé de développer une recherche qui porte sur l'usage des flux naturels dans la ville, comment on utilise le vent, la lumière, l'eau dans l'espace public pour répondre à des fonctions dans la ville. C'est cette mosaïque de projets que vous voyez à l'écran parmi lesquels je peux citer par exemple une fontaine publique qui filtre l'eau de pluie pour la rendre potable, qui là d'ailleurs traitait pour développer ce projet, je me suis intéressée à la gestion des eaux pluviales à Paris. À chaque fois, en fait, chaque projet aborde en tout cas un enjeu lié à la ville, ou encore ici une installation en fait qui proposait un miroir de ciel alimenté à l'eau de pluie. Et puis au fur et à mesure en fait des années, je me suis intéressée à d'autres sujets, et notamment un sujet il y a 10 ans maintenant sur la revalorisation du réseau d'eau non potable de Paris, qui est un réseau qui a été imaginé au milieu du 19e siècle sous les travaux d'Haussmann, sous l'égide d'Eugène Belgrand. Et en fait, ce réseau, il est assez intéressant parce qu'il permet en fait d'alimenter les espaces verts en eau et puis de nettoyer la voirie. Et moi, j'ai commencé à m'y intéresser il y a 10 ans quand l'atelier parisien d'urbanisme avait rendu public en fait des études sur le devenir de ce réseau, qui concluait que ce réseau était menacé d'abandon et déjà depuis 30 ans. Ce qu'il faut dire, c'est que peut-être quelques mots sur ce réseau. C'est un réseau en fait qui est alimenté par le canal de l'Ourcq et la Seine selon la position dans Paris, et qui est un réseau assez intéressant puisque l'eau est extraite donc de ces deux
de ces 2 voies fluviales et ensuite est traitée dans des usines en fait, de dégrillage. On peut voir d'ailleurs, on peut voir des images ensuite. Donc cette eau, en fait, elle est dégrillée, elle passe à travers une grille de 3 mm pour enlever les matières en suspension, et ensuite elle va rejoindre les caniveaux ou les espaces verts pour répondre à ces différentes fonctions. Et en fait, ce réseau, il est depuis pas mal de temps confronté à des problèmes de financement, et les études en fait, de la PUR concluaient qu'il fallait imaginer de nouveaux usages pour cette eau et de nouveaux usagers potentiellement. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert ce sujet, je me suis dit mais que c'était un formidable sujet, enjeu de design, puisqu'il fallait identifier des usages et leur donner une forme. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas forcément les moyens d'y répondre seule et voilà, sans appui financier. Et donc, en fait, en 2015, par le biais d'un programme de mécénat culturel qui s'appelle Audi Talents, j'ai pu en fait m'entourer et développer des réponses par rapport à la revalorisation de ce réseau. Ce réseau, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, ces usines de dégrillage, dans ces usines, l'eau n'est absolument pas traitée chimiquement, elle est juste filtrée. Donc en fait, grâce à cette bourse, on a pu développer 3 dispositifs que je ne vais pas détailler vraiment, mais juste pour le dire. À gauche, donc un bassin de phytoépuration qui permet en fait d'utiliser cette eau pour les jardins collectifs. Au milieu, une borne de nettoyage qui permet en fait d'utiliser cette eau pour nettoyer les parties communes, les cours d'immeubles, etc. Et à droite, une bouche de rafraîchissement avec pour objectif de se dire on a des bouches de lavage, on a des bouches d'arrosage. Pourquoi ne pas imaginer des bouches de rafraîchissement qui permettraient aussi de lutter contre les îlots de chaleur en utilisant un principe d'évaporation de l'eau sur une surface poreuse. Ces projets-là, en fait, c'était des prototypes. Donc, c'est vrai que c'est déjà extrêmement difficile en fait, d'aboutir à ce type de projet. Mais en fait, au bout d'un moment, j'étais un peu frustrée et j'avais envie d'aller plus loin et de vraiment implanter en fait, ces propositions dans la ville et de manière pérenne. Et c'est comme ça que j'ai décidé donc, de créer le studio IDEA pour pouvoir aussi salarier des gens et répondre au marché public pour avoir aussi une assise un peu plus solide en fait. Donc, en 2017-2018, donc je crée le studio et là je vais vous présenter 2 projets qu'on a pu faire au sein du studio. Le premier, c'est la suite en fait de cette bouche de rafraîchissement qu'on avait proposé au programme FAIR organisé par le pavillon de l'Arsenal à Paris. Le projet a été sélectionné et on a eu la chance en fait que le projet puisse être implanté dans une rue qui est la rue Blanchard dans le 20e arrondissement à côté de la porte de Montreuil. Et de fait participer au projet de rendre ce bout de rue qui était rempli de parking et de voitures en un espace plus apaisé pour les enfants, les habitants en fait, du quartier. Donc on a conçu et réalisé en faisant beaucoup de réunions aussi avec les services des espaces verts, de la propreté de l'eau, la mission locale, la mairie centrale et j'en passe. En tout cas pour essayer de faire converger toutes les contraintes en fait, et enjeux de ce projet à l'intérieur en fait, d'un projet urbain plus global. Donc le dispositif de rafraîchissement fait une vingtaine de mètres carrés. Il est associé aussi à des marquages au sol qu'on a pu développer avec les enfants qui vivaient aussi dans le quartier et pour imaginer avec eux des marelles, des cages de foot et différents marquages qui pouvaient les accompagner dans leur quotidien. Donc voilà un peu le projet, en tout cas réalisé dans cette rue, la rue Blanchard. Et un autre exemple que je voulais citer de projet aussi, porté par le studio et qu'on a pu réaliser ici pour Paris Habitat et grâce à Paris Habitat, c'est une borne de nettoyage. Par rapport au prototype qu'on avait pu faire avant, on est vraiment reparti de zéro en travaillant en fait, pour un site de 150 logements dans le 19e. On réalise aussi beaucoup des entretiens dans la plupart des projets. Là, on avait réalisé des entretiens avec les gardiens, les agents d'entretien et les jardiniers pour essayer de comprendre les différents usages de l'eau, les volumes utilisés, la fréquence, etc. On s'est rendu compte que
Là, c'est une cartographie qui présente les différents usages. Donc, on s'est rendu compte que, par exemple, les jardiniers utilisaient peu d'eau, qu'au final, les agents d'entretien remplissaient des bidons et que c'était important peut-être de pouvoir aussi permettre de nettoyer les poubelles avec cette eau non potable. L'enjeu, en fait, pour Paris Habitat, qui est un des plus gros bailleurs de Paris, c'était aussi d'impacter, en fait, d'avoir des économies en eau et que ces économies soient impactées sur les factures en fait des locataires. Donc ça c'est un enjeu aussi important que je peux citer et qui a motivé en fait le commanditaire. Bon, après un développement de projet assez classique, la proposition en fait est en fait un tuyau enrouleur abrité par une borne. Et cette borne est associée à une surface de lavage qui permet donc à la fois de nettoyer les poubelles, de remplir des bidons et d'alimenter si besoin, même si moins besoin, des parcelles végétalisées. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette borne a une esthétique particulière, en fait, donc c'est du grès cérame. L'idée, c'était de pouvoir aussi raconter la provenance en fait, de cette eau, notamment le canal New Lourdes ici, et puis de proposer un objet pédagogique, un bel objet, même quand on parle de nettoyage de poubelles. Et donc cet objet-là est associé aussi au fait qu'on a passé en eau non potable 18 locaux poubelles pour avoir une expérimentation aussi à plus large échelle et pour pouvoir, dans quelques temps, évaluer les économies en eau. Voilà pour cette présentation. J'ai essayé en tout cas de présenter différents projets publics qui avaient été faits en tout cas dans des contextes même financiers et de commandes différents. Merci beaucoup Isabelle, pile poil 10 minutes, wow. Alors, je vais passer, j'aimerais te relancer sur les contextes de mandat, justement, dans lequel il y a eu d'abord une bourse, j'ai cru comprendre, qui a permis de pouvoir initier la réflexion sur l'eau, mais ensuite passer à des marchés publics. Comment ça s'est déroulé? Comment ces mandats-là ont pu permettre de développer ton expertise, ton projet, ta sensibilité aussi par rapport donc à la fois à l'eau puis aussi aux citoyens? Donc, dans quel contexte ces mandats-là étaient favorables ou non à tes projets puis à l'innovation? Avec le studio, on a l'habitude de répondre à des marchés publics, mais c'est vrai que les cahiers des charges sont en général assez contraints et, je dois dire, permettent peu, à mon sens, l'innovation. Par contre, il existe des contextes parfois, je pense, oui, des contextes de concours qui sont d'emblée... qui d'emblée annonce en fait cette marge d'expérimentation. Ça, c'est le cas par exemple du programme FAIR, qui permettait justement de proposer une idée et de vraiment la tester et de la faire évoluer. Après, c'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai souvent parfois utilisé par exemple des contextes artistiques aussi pour pouvoir réaliser des choses dans l'espace public et tester des usages et avancer sur aussi certains sujets de recherche. Merci. Je vais passer la parole à Émile, comme ça on va avoir un petit peu plus de temps pour les questions du public. Alors, Isabelle, tu restes avec nous. Merci beaucoup. Et on aura l'occasion donc de rebondir sur tes projets aussi tout à l'heure. Alors, Émile. Merci beaucoup. J'ai un lourd passé de chanteur punk, là, donc je ne vais pas vous crier après, mais j'ai de la difficulté à avoir un micro et rester assis, par exemple. Donc, est-ce que c'est moi qui lance ça comme ça? Voilà. Bonjour, je m'appelle Émile Forêt, je suis coordonnateur général des jardiniers à Nouveaux Voisins. Vous êtes même chanceux, vous avez 2 cofondateurs pour le prix d'1. Il y a Jonathan qui est ici à l'avant. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui pour vous présenter Rêver le contexte, qui est un peu finalement ma réponse à ce que Patrick m'avait dit là, dans 1 ou 2 couloirs, c'est-à-dire de présenter notre approche, présenter ce qu'on fait, présenter aussi comment on fait pour synthétiser notre approche pour inspirer la transformation de l'action publique avec les acteurs qui sont ici dans la salle. Donc, c'est ce que je vais tenter aujourd'hui.
normalement, on n'est pas aussi flou que ça. Donc, on est une petite équipe ou une micro-équipe, comme j'ai pu comprendre, ce qui a été le sujet de ce matin. Au niveau des opérations, c'est ça, on est 3 personnes pour le moment. Par contre, on est accompagné d'un CA formidable et surtout d'une communauté d'intérêt et de pratique qui accompagne Nouveaux Voisins depuis le début, qui nous alimente, qui teste, qui expérimente avec nous une transformation du monde horticole. Au-delà de ça, Nouveaux Voisins, ça se trouve à être un organisme à but non lucratif qui souhaite accélérer la transition socio-écologique en imaginant, plantant, promouvant des paysages riches en biodiversité de la cour au territoire. Ce qui est important avec ça, avec ces 3 petits verbes-là, c'est que l'idée d'imaginer, ça se trouve à être, oui, imaginer des jardins, imaginer des paysages urbains, mais c'est imaginer une nouvelle façon de contractualiser la ville pour la biodiversité, de réglementer cette ville pour la biodiversité. Planter, c'est passer à l'action, c'est évidemment planter des végétaux, mais c'est aussi comment on fait pour en produire, donc questionner le mode de production de cette ville pour la biodiversité. Et promouvoir ces paysages-là, je pense que c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais c'est aussi ce qu'on doit faire avec des citoyens pour qu'ils embarquent dans cette transformation de leur façon de cohabiter avec la nature en ville. Donc ça, c'est qui on est, mais pourquoi on fait ça? Vous le savez déjà, je pense que la photo est assez parlante. Là. La maison brûle, comme on dit, mais donc il y a une crise climatique actuelle où les impacts de cette crise-là sont de plus en plus visibles et violents. Par contre, dans certains aspects de la crise climatique, notamment le déclin de la biodiversité, on peut parler presque d'un déclin en silence. C'est-à-dire que on va nous parler de la biodiversité, puis on va nous en parler beaucoup avec la COP15 qui débute à Montréal prochainement, à travers une foule de statistiques, d'indicateurs, de chiffres, mais c'est hyper difficile, à part si Walt Disney fait un film sur une espèce en danger qu'on trouve super cute, de vraiment avoir une forme d'empathie pour ce monde naturel qu'on est en train de démolir. Et c'est aussi encore plus difficile, je pense, de considérer ça va être quoi l'impact à long terme de ce déclin accéléré et généralisé de la biodiversité sur notre vie, sur notre santé, etc. C'est un peu dans ce contexte-là que nous, on a formé ce truc-là. Et c'est surtout en lien avec la cause première, qui se trouve à être la façon qu'on habite nos territoires. Fait que je pense qu'il y a bien des urbanistes, des architectes dans la salle. Fait qu'on est, malheureusement, là, on parle souvent des promoteurs, là, mais on a signé une couple de plans qui ont détruit beaucoup de milieux humides et de milieux naturels en général. En 40 ans, dans la CMM de Montréal, on a perdu 50% des infrastructures naturelles. Puis malgré qu'on semble être vers des changements sur notre façon de préserver la nature, cette année, il sortait une étude que si la tendance se maintient, d'ici 2050, on va perdre 36% de ce qui nous reste dans la CMM encore. Par contre, ça donne un peu le vertige, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que si notre façon d'habiter, c'est la première cause du déclin, bien, il y a là aussi un immense potentiel d'action. C'est-à-dire que si on arrête de changer, de prendre des milieux riches, puis de faire le deal qu'on les transforme en pelouse avec des érables de Norvège, l'arbre qui est le plus présent à Montréal en passant, bien là, on a peut-être la chance de promouvoir une nouvelle façon de s'intégrer à la nature, de comprendre, parce qu'on en fait partie, de comprendre les besoins des non-humains aussi dans notre aménagement du territoire. Il y a des solutions qui se mettent en place. Je vais me permettre une petite gorgée d'eau. On n'est vraiment pas tout seul là-dedans. Je pense que on le voit dans les médias, il y a des gens qui laissent pousser leur pelouse, il y a des gens qui font plein d'actions. Puis au niveau de la ville, parce que c'est un peu avec vous que je suis aujourd'hui, entre autres, moi, ce que j'appelle, on est dans le moment des indicateurs présentement. C'est-à-dire que la façon qu'on intègre la crise de la biodiversité, c'est à travers des grands chiffres. Donc, 17%, c'est le taux tout le gouvernement devrait préserver 17% de leur milieu naturel qui leur reste. La Ville de Montréal veut planter 500 000 arbres d'ici 2030 et dans le plan le plus récent, on parle d'un minimum de 5 nouveaux corridors écologiques ou corridors écologiques qui devraient être créés sur le territoire montréalais. Et si ces indicateurs-là sont hyper intéressants et même essentiels, parce qu'ils permettent de soutenir, d'orienter l'action publique et privée, à Nouveaux Voisins, où on s'interroge, c'est que ce qui soulève surtout, c'est une nécessité d'expérimenter ce que ça veut dire dans le réel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut expérimenter de nouvelles façons d'habiter, il faut expérimenter de nouvelles façons de régénérer nos paysages urbains, de régénérer nos écologies, nos relations à la nature. Et ça, ce que ça demande, c'est de prendre nos indicateurs, qui sont, je le répète, structurants et essentiels, de les tester au plancher des vaches, puis de le remonter vers ces indicateurs-là pour questionner finalement si on était peut-être à côté, si peut-être qu'il manquait des détails, ou comment on peut raisonner avec le territoire, comme un sounding board. Fait que c'est vraiment dans cet aller-retour entre l'indicateur, l'objectif, le terrain, qu'on essaie de valoriser les non-humains à travers notre pratique, puis une nouvelle façon de s'intégrer à la nature. Et donc, notre approche et les projets,
Rapidement. Pour vous, je vous proposais 3 verbes: expérimenter, partager, prendre soin. Expérimenter, je viens d'en parler, c'est au cœur de ce qu'on fait, vous allez le voir à travers les projets. L'idée, c'est d'expérimenter, je pense, à différentes échelles, dans différents territoires. Territoires, des fois, qui sont plus sexy, comme un jardin qui va stimuler nos penchants esthétiques, mais aussi dans la façon qu'on contractualise justement les projets pour faire la ville, pour la biodiversité. Partager, je pense qu'il faut partager les risques de ces expérimentations. Je pense que ça, c'est tout ce qu'on va mettre en place. Je pense que ça serait un peu hypocrite de dire que c'est seulement un acteur qui doit prendre tout le risque. Il faut qu'on le partage ensemble. Il faut aussi partager les connaissances qui vont être générées de ça. Avec les autres micro-entreprises, mais aussi avec les autres villes. Puis je pense qu'il va falloir apprendre à partager le territoire aussi plus concrètement, parce que ces enjeux-là vont demander une organisation de l'espace qui est bien différente que ce qu'on voit présentement. Et finalement, dans l'approche, avant de tomber dans les projets, prendre soin, je pense que c'est ça qui nous obsède présentement à Nouveaux Voisins, parce qu'on est très, très bon dans la vie en général, je pense, pour couper des rubans, mais et je pense que vous en avez parlé un peu ce matin, mais qu'est-ce qui se passe par la suite? T'sais, à Montréal, c'est commun de voir une plantation de 500 arbres où on oublie d'enlever la tâche des tuteurs puis que les arbres sont étranglés après 1 an. Ça se fait de façon monnaie courante, là. Mais donc, ce qu'on est en train de proposer, moi, c'est ça qui, des fois, qui m'agace, c'est qu'on est dans une transition de la socio-écologique, mais cette transition-là, c'est un peu dans le long terme, et ce long terme-là, ça va être une nouvelle façon complète de prendre soin des espaces. Et ça, il va falloir s'interroger à transformer des métiers comme les horticulteurs qui sont sur le terrain, les outils dans cette transformation-là, les valoriser, etc. Et donc, 3 projets rapides. Le premier projet qu'on n'a jamais fait, c'est les jardins expérimentaux du campus de la Transition au parc Jean-Drapeau. L'idée de ces jardins-là, c'est de créer des communautés de plantes, donc des jardins qui fonctionnent comme, on dirait, des archétypes de la nature, mais qui sont facilement, je dirais, appropriables par des citoyens pour remplacer leur pelouse. L'idée, c'était de créer une série de plants, une série de jardins qui se font 2 mètres par 2 mètres, mais qui peuvent être multipliés à l'infini, finalement, selon leur désir. Et tout ça est accompagné, comme vous l'avez vu avec le panneau, avec une série, je pense, de moments éducatifs et de vulgarisation éthique à propos de la nature et notre philosophie, mais avec un code qui permet d'accéder au plan puis de le refaire chez soi à la maison. Avec ce genre de projet-là, aussi petit et bruyant qu'il peut être, il peut être copié-collé, je pense, chez nous, mais aussi la ville pourrait s'en inspirer. Deuxième projet, peut-être que je sais que certains d'entre vous le connaissent, mais le corridor écologique du Grand Sud-Ouest, qui est un projet qui a été soutenu par le budget participatif. Essentiellement, nous, le parti qu'on était responsable, c'est tous les espaces verts que vous voyez, on les a investis de centaines de jardins. Des jardins qui tentent de rejoindre le canal de l'Aqueduc, le parc Angrignon et le canal de la Chine, pour créer un corridor écologique à l'échelle d'un quartier, c'est-à-dire finalement un corridor écologique qu'on n'a pas besoin d'amener une grue, de tout péter puis de faire une forêt en ville, mais plutôt de s'insérer dans un environnement pauvre qui est celui de la pelouse. Et donc, on a créé 3 types de jardins qui se déclinent de 15 façons et qui s'inspirent de la nature, qui sont organisés comme des jardins, donc ça demeure des jardins, mais qui, à la fois de la façon esthétique et de la façon qui fonctionne, parlent plus de la nature que ce qu'on est habitué de voir. Le chantier a terminé. La première phase s'est terminée il y a 3 semaines. Ça, c'est quelques photos après la plantation, mais il va y avoir une phase 2 au printemps et ça va se poursuivre. Et l'idée, c'est d'accompagner les citoyens à ce qu'ils prennent soin de changer les pratiques horticoles grâce à cet exemple-là. Dernier projet qui est à venir, mais je le trouve inspirant aussi, vu que c'est un projet qui est en lien avec l'action publique. C'est un projet dans la plus belle région du Québec, là, le bas du fleuve. Je sais que Marie-Josée est là, mais moi aussi, je viens du bas du fleuve. Donc, oui, donc c'est un projet en partenariat avec le comité ZIP du sud de l'Estuaire, les Jardins de Métis et la municipalité de Sainte-Flavie. On n'est pas les seuls à aimer la tondeuse à Montréal, là. Vous voyez, le littoral du bas du fleuve, on dirait qu'ils ont passé une tondeuse tout le long du littoral pour se dégager une vue, parce que c'est la façon qu'on occupe le territoire. Mais depuis 2010, il y a des grandes marées qui accélèrent l'érosion des berges, malheureusement. Et donc, il y a aussi là l'idée d'investir 2 terrains on a dû démolir les maisons qui étaient là parce qu'ils étaient tout simplement rendus les pieds dans l'eau. Et on va réinvestir ce terrain-là avec des biologistes, comme il est mentionné ici, pour renaturaliser l'espace, mais prouver qu'on peut fermer la vue vers le fleuve, qu'on peut avoir un aménagement qui est pour la biodiversité, où on fait un peu un sacrifice sur cette vue totale là, dans laquelle on s'est attaché. Et l'idée, encore une fois, c'est une mise à l'échelle, c'est-à-dire comment ce projet-là peut inspirer des nouveaux règlements des bandes riveraines dans ces secteurs-là et inspirer d'autres municipalités à agir. Je voulais terminer avec une allégorie risquée, que j'appelle, parce que je vais vous parler de chasse et de cache.
En fait, je trouvais que ma présentation était un peu... encore une fois, Patrick m'avait dit, tu peux y aller un peu plus personnel, et je trouvais que ma présentation était très propre jusqu'à présent. L'allégorie de la cache, comment je le vois, c'est une façon un peu de parler de mon approche peut-être plus personnelle, puis de la richesse de nouveaux voisins à travers ce qu'on fait. Puis, je ne sais pas s'il y en a entre vous qui sont déjà allés à la chasse ou qui ont déjà construit une cache, mais construire une cache, c'est une drôle d'affaire parce que, d'un, tu es prêt avec les moyens du bord, tu dois... avec ce que tu es capable de traîner, soit avec une vieille patente comme ça, avec une chainsaw, avec quelques morceaux, puis tu t'installes avec un arbre que tu as spoté, avec une vue que tu penses qu'il y a quelque chose qui va se passer là, puis là, t'es en totale fusion avec la nature. Puis un peu comme nous, des concepteurs, des designers, tout ça, en fait, c'est pour ce qu'un de nos plus grands documentaristes a appelé, c'est pour une bête lumineuse, hein? C'est pour un moment qui arrivera jamais. Ou pas. Mais en tout cas, il n'arrivera jamais comme tu l'as prévu, ça c'est certain. Cette bête lumineuse-là n'arrivera pas de la façon que tu voulais, ni elle ne sera pas comme tu l'imaginais. Mais il y a toutes ces étapes-là ancrées dans un contexte, mais à la fois liées à cette poésie, à cet imaginaire-là, qui se balancent tout le temps l'un et l'autre. Et je pense que ça serait mal de juste parler de Chainsaw puis de Gaz 2 temps, mais ça serait aussi mal de parler juste de la bête lumineuse. On a besoin de l'aller-retour. Et je pense que dans l'allégorie de la cache, c'est un peu ça que je veux dire. À nouveau voisin, on tente d'être aussi sale un peu comme ça, mais aussi de remonter vers des règlements, vers la façon qu'on contractualise, vers la façon qu'on imagine les jardins. Et là, c'est la fin. L'autre utilité avec ça, elle est double. Je pense que des fois, l'innovation, on l'imagine aussi dans des lieux comme ici, donc avec des gens qui sont habillés comme nous. Puis je voulais juste avoir le clin d'œil en disant que elle existe aussi dans des lieux comme ça, avec des gens qui ne s'expriment pas comme nous et qui ne s'habillent pas comme nous. Et je pense que il faut les visiter de temps en temps. Mais merci beaucoup. Merci, Émile. Je vais partir de ta citation, en fait, de commencer en disant que tu t'habilles un peu à la manière punk. Donc, je vais partir de l'idée que peut-être que tu fais du design punk ou subversif à tout le moins, ou plutôt radical. Alors, comment ça pose la question à savoir comment on peut concilier donc des valeurs écologiques à une pratique, puis à la défendre aussi, hein, à travers des mandats, à travers des contrats, à travers une pratique qu'on souhaite pérenne éventuellement, qui puisse se poursuivre dans le temps. Donc, comment tu arrives à établir donc des collaborations étroites avec les services publics, avec les mandataires publics dans ces contextes-là où quand même c'est une pratique qui est peut-être moins traditionnelle du design, là, si on veut? Moi, je pense que les acteurs publics sont beaucoup plus punk qu'ils le pensent ou qu'on le pense. Mais ça, c'est drôle parce que je pense qu'effectivement, puis je pense que Jonathan partagerait aussi cette opinion-là, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec une proposition radicale qui était faut enlever l'entièreté de la pelouse qu'on a, ou du moins, ça fait aucun sens de la promouvoir dans nos règlements, dans nos pépinières, puis dans nos façons de jardiner, puis on le questionne pas. Et je dirais pas que cette culture-là est changée, au contraire, il y a énormément d'efforts, mais au niveau des acteurs publics, il y a eu une immense ouverture par rapport à ça. Fait que je pense que ça revient un peu au plancher des vaches ou à cette idée de cache, c'est-à-dire que je pense que ce que les acteurs publics ont besoin d'être convaincus, pour reprendre ta question, ou en tout cas, pourquoi les portes sont ouvertes pour nous, c'est que je pense qu'ils sont à la recherche d'exemples, sont à la recherche d'expérimentation où des gens vont être prêts à partager les risques avec eux. Puis une fois que tu mets les conditions gagnantes pour que ça arrive, tu les outils, on vous outille à remonter vers justement les cadres législatifs, les façons de financer cette transition-là, etc. Donc, donc je pense que le punk existe au sein des institutions. Il faut juste peut-être trouver les bonnes personnes pour l'écouter. Ouais. Merci. À la console, là-bas, peut-être qu'on pourrait interpeller Grégoire et Isabelle. Bonjour à vous deux. Je vous présente Émile, ici, de nouveau voisin. Alors, j'aimerais vous rebondir, en fait, sur chacun de vos pratiques qui interpellent chacun d'entre vous interpelle le public de manière différente, mais quand même avec une approche assez sensible, donc aux réalités à la fois citoyennes, mais aussi aux réalités, en fait, au pouvoir transformatif du design.
Donc, chacun d'entre vous, comment vous pourriez... vous avez devant vous, en fait, plusieurs acteurs publics. Donc, qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour faciliter votre travail? Qu'est-ce qui vous permettrait d'aller encore plus loin dans votre démarche? Si vous aviez une baguette magique, évidemment. Là. Vas-y, Isabelle. Moi je trouve que, que la réussite d'un projet ne tient pas, et loin de là, seulement aux compétences du designer, mais surtout à la qualité du commanditaire. Et aussi, donc moi je dirais qu'il faut de l'audace en fait. Et il faut trouver les commanditaires qui en ont. Et ça, c'est pas toujours simple. Et je pense que le cadre de la commande publique, du marché public, qui est imaginé aujourd'hui, tant dans la manière dont il est conçu que dans l'évaluation des réponses, et bride beaucoup la possibilité de sortir du cadre, en fait. Bon. Donc je dirais, oui, il faut oser prendre des risques, même quand on est, et surtout quand on est commanditaire. Ben, j'ai pas mieux. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Isabelle. C'est pour ça que nous, on a créé ce blog à côté. L'idée était d'interpeller un peu sur des sujets qui nous semblaient nécessiter une exploration ou une expérimentation. En fait, notre travail est en permanence d'aller d'ouvrir des sujets qui nous semblent importants et sur lesquels l'action publique bouge pas encore. Mais c'est vrai qu'après, on rencontre quand même, et là je suis d'accord, c'est ce que disait l'intervenant précédent des nouveaux voisins, c'est qu'en fait, souvent, dans l'administration, il y a des gens qui ont, en tout cas dans ce que je rencontre, qui ont l'intérêt général chevillé au corps et qui ont envie de faire des choses et qui sont prêts à essayer beaucoup de trucs. Et c'est parfois dans les hiérarchies qu'on a plus de mal à convaincre. Et puis après, il y a un autre. Nous, on est face à un autre problème, c'est que je ne sais pas si c'est commencé chez vous, mais c'est un marché qui est quand même travailler pour l'action publique, qui est quand même tenu par des cabinets de conseil qui sont pas forcément les gens avec le plus d'envie d'explorer. Et c'est vrai que il a fallu se frayer une place là-dedans pour dire que ça pouvait bouger. Et dedans, on arrive petit à petit à trouver des couloirs ou des opportunités avec des gens qui ont envie de faire des choses différemment. Alors, il y en a de plus en plus, tant mieux. Mais c'est vrai que là, on est toujours... en fait, nous, on répond à une commande publique et on sait qu'en fait, on fera jamais ce qu'on nous a demandé. Et c'est très compliqué. Et tout le monde le sait, il n'y a pas que nous. On sait, dès la réunion de cadrage, on sait déjà que tout, le cahier des charges, le calendrier, tout voltige en fait. Mais c'est tant mieux, c'est super bien. Je partage les deux commentaires sur l'idée de la commande. Je pense que même nous, de notre côté, l'idée d'être un OBNL permet encore de venir construire des commandes avec l'institution publique. Donc ça, c'était un des volets. Mais je dirais même, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître peut-être dans la salle, ceux qui travaillent pour la ville, mais une fois que je vais continuer sur notre lancée, mais une fois que tu as trouvé ton punk au sein de l'institution pour supporter ton projet puis le fabriquer avec toi, après ça, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens de la ville qui vont avoir les coups des franges pour créer ça avec des partenaires de qualité ou talentueux. Mais après ça, on sent très rapidement qu'ils ont des craintes envers d'autres services de l'institution, d'autres échelles de l'institution. Et moi, je pense que quand on parle de freins, pour nous, c'en est un primordial, c'est-à-dire où on sent qu'il y a un accès, je pense, à un certain niveau de planification à la Ville de Montréal présentement. Mais si, par exemple, justement, on veut parler avec les équipes terrain horticoles ou avec les travaux publics ou avec des gens des communications, même pour promouvoir la biodiversité, c'est là qu'il y a des enjeux à faire un projet, à mon avis, qui intégrerait toutes les parties de l'aspect radical de Nouveaux Voisins. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle avant que je rebondisse avec d'autres questions? Guillaume? Bonjour, merci pour vos présentations respectives, très complémentaires. Petite question, je vais essayer de pas être long. Qu'est-ce que vous pensez du bricolage? C'est-à-dire accepter finalement, aussi bien du côté des acteurs publics que du côté des designers,
que le travail est, entre guillemets, mal fait. Mal fait, c'est évidemment un jugement de valeur, mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur, mais de dire qu'on reste dans des activités qui ne sont peut-être pas aussi finalisées, pas aussi abouties que ce qu'on souhaiterait, pas parfaites exactement, qui me semble être une dimension qui peut être importante à prendre en considération. Je ne veux pas trop élaborer pour vous entendre. Alors, je ne sais pas à qui vous posez la question. Je peux répondre si vous voulez. Sans bricolage, on ne serait pas là en fait. On n'a fait que ça, bricoler. On bricole une réponse dans un marché qui n'était pas fait pour accueillir du design. C'est comme ça qu'on a commencé. On bricole un projet d'innovation dans un coin avec des agents qui sont motivés, qui permettent d'en convaincre d'autres. En fait, pour l'instant, on est très très loin d'être arrivé, quoi. Enfin, nous, on est quand même extrêmement marginaux. Alors, on est une agence, je pensais pas un jour dans ma vie avoir une agence avec 40 personnes, mais on est une agence qui reste petite par rapport à tous les gens qui font l'innovation publique ou la transformation publique. Je veux dire, on n'est rien par rapport à d'autres que je parlais des cabinets de conseil. Donc, pour l'instant, il y a une dimension du bricolage très forte. Et puis, tant mieux, en fait, parce que il y a plein de moments où, quand on bricole, on découvre des choses, on règle plus des problèmes qu'on n'avait pas identifiés. Du coup, nous, on revendique un peu ça encore, hein, d'être sur un bricolage, mais plutôt dans le sens intelligent, quoi. C'est pas que c'est mal fait, c'est qu'en fait on trouve des solutions avec ce qu'on a aux problèmes qu'on nous pose, et en fait c'est avec ce qui existe, on fait ce qu'on peut pour régler un problème. Et c'est ça, souvent parfois on fait du bricolage. Et pour l'instant, la commande, pour revenir là-dessus, la commande publique qui nous permettrait de faire autre chose que du bricolage est pas complètement arrivée. C'est un peu le cas sur le projet de Marseille que je vous présente, mais ça reste sous-dimensionné par rapport à ce qu'on nous demande de faire. Donc voilà, il y a cette dimension bricolage est permanente, et je pense que quand on sera sorti du bricolage, on n'aura plus forcément besoin de nous. C'est vrai que Grégoire, tu reprécises en fait le sens du bricolage, parce que je n'étais pas très bien sûre de dans quel sens vous utilisiez le mot bricolage. Si c'est du bricolage, effectivement, comment dire, tester, être dans une posture d'expérimentation, ça je partage complètement. Par contre, je pense que les propositions finales, elles se doivent d'être bien conçues, bien réalisées, et s'il y a bricolage, il faut qu'il soit pensé dans un cadre bien maîtrisé, en fait, parce que sinon c'est n'importe quoi. Donc, moi, en tant que designer, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Enfin, j'ai pas envie que les choses soient mal dessinées, mal conçues. Voilà. Donc, le bricolage, oui, mais il faut bien le placer au bon endroit, en fait. Je partage tout à fait ce que Grégoire a dit, c'est-à-dire que, puis encore une fois, je pense que c'était voulu dans ta question d'avoir un petit flou au niveau de la signification du bricolage, mais la journée qu'il n'y aura pas de bricolage, je pense que nous, on va faire autre chose. C'est-à-dire, la journée que les choses vont être parfaites, on n'aura plus besoin d'un organisme comme Nouveau Voisin. C'est-à-dire que ce ne sera plus 15 cm maximum. La pelouse, ça va être 15 cm minimum. Puis toutes les pépinières vont vendre que des plantes indigènes. Puis les gens vont comprendre comment assembler la nature, puis en prendre soin. On va être très heureux cette journée-là de faire du bricolage imparfait ailleurs. Puis ce sera une autre thématique, mais ouais. Rendons-nous inutiles. C'est un peu ça l'objectif, là. Bonjour, encore une question. J'avais une question principalement pour Émile, mais aussi pour vous autres. Merci déjà pour votre présence et votre présentation, c'est vraiment très très apprécié. Concernant comme la biodiversité, est-ce que vous arrivez à quantifier la valeur de déminéraliser 1 mètre carré et de mettre de la biodiversité? Parce que si on arrivait à faire ça, en fait, ça serait le meilleur facteur de prise de décision, ou le meilleur outil de prise de décision. Est-ce que comme on arrive à réaliser ça? J'ai tous les chiffres dans mon manteau, mais il est malheureusement à la table là. Mais non, blague à part, on est... ouais, c'est ça. Ça, c'est la question qui tue, là, je pense, puis encore dans les indicateurs. D'une part, on travaille justement avec Carly Zitter, qui est le laboratoire d'écologie du paysage à Concordia, justement sur ces questions-là. Je pense que l'accélération de la crise actuelle demande de revoir même la façon qu'on mesure la biodiversité, comme les biologistes l'ont fait auparavant. Il faut
entre autres, qu'eux s'intéressent à des indicateurs qui pourraient nous dévoiler tout l'impact de ces enjeux-là. Et pour moi, c'est une des grandes réussites du projet du Grand Sud-Ouest, c'est-à-dire qu'il y a un budget minime, là, une infime partie de ce budget-là qui va être dédié à nous qui montent un projet de recherche pour le moment, 3 entomologistes, 2 écologistes, suivre l'impact de ces jardins-là pour les 2 prochaines années. Et le défi qu'on se donne, c'est de donner des indicateurs qui seraient tellement simples et utiles que le but, ce serait que des politiciens et politiciennes puissent larguer les uns les autres, de dire que moi j'en ai plus, toi t'en as moins. Ça, c'est le but. On veut vraiment rendre ça le plus simple possible. Donc ça, c'est en construction. Après coup, un écologiste plus radical te répondrait, bien, pourquoi tu as des indicateurs? Tu as juste à prendre une pelletée de terre puis regarder, puis le sol, il est vivant, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Donc, je pense qu'il y a une juste mesure, c'est-à-dire que ça va nous prendre des indicateurs pour l'éco-fiscalité qui doit accompagner le soutien à ce genre de projet-là, mais il y a aussi, il faut développer un contact physique avec ces espaces-là pour les chérir, puis les valoriser, puis devenir des acteurs qui les promouvoient. Là. Ouais. Question? Oui. Questions? Si possible. C'est une question pour Isabelle. C'est une question à propos de ce fascinant réseau souterrain d'eau non potable mystérieux à Paris que je ne savais pas qu'il existait. Et je me posais la question, est-ce que c'est que les mécanismes qui étaient utilisés pour sortir l'eau du réseau, pour irriguer les parcs et nettoyer les chaussées, ont-ils donc disparu et c'est pour ça que vous avez fait votre projet ou parce que dans le fond, ils pourraient encore être utilisés pour ces mêmes fins, j'imagine? Ou est-ce que c'est que maintenant, ils utilisent l'eau potable pour faire ces mêmes choses? Alors, j'ai essayé d'être hyper rapide tout à l'heure, je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails, mais en fait, ce réseau, il est encore aujourd'hui utilisé majoritairement par les services de la ville, la direction de la voirie, la direction de la propreté de l'eau, pardon, et la direction des espaces verts. Mais en fait, il est sous-utilisé. Dans les années 80, pour plein de raisons. Pour des questions techniques, dans les années 90, en fait, il y a l'arrivée de certaines bus qui ont nécessité une eau beaucoup plus filtrée et qui donc ont fait qu'on a commencé à arroser des jardins à l'eau potable. Je pense aux Tuileries, par exemple. On a la cascade du parc Monceau a été pendant très longtemps en eau potable. Pour des raisons aussi sanitaires, en fait. Donc, on a coupé aussi dans les années 90 l'accès dans les logements, dans les bâtiments, enfin dans les immeubles, ouais, pardon, cet accès à l'eau non potable. On peut retrouver encore aujourd'hui des plaques, mais voilà. Et en fait, pour des questions aussi financières de maintenance, il y a le schéma directeur en fait, du réseau qui a été voté il y a quelques temps et ils annoncent une réduction du réseau d'un tiers. En fait. Donc, c'est un réseau qui est hyper intéressant parce qu'il permet de produire une eau beaucoup moins chère, beaucoup moins énergivore que l'eau potable, mais on ne va pas dans le bon sens. Et une petite histoire, en fait, pendant le confinement, la ville de Paris a décelé des traces en fait, du Covid dans le réseau d'eau non potable. Donc, en fait, l'utilisation de l'eau a été stoppée. Et donc, en fait, la ville a commencé à remplir en fait, certains camions, des Tom Nao, en fait, qui étaient utilisés précédemment. Ils l'ont passé en eau potable. Sauf qu'en fait, depuis le confinement, ils auraient pu prendre le parti de rebasculer en eau non potable. On nous dit c'est trop cher. Donc en fait, on est aujourd'hui en train de nettoyer certaines rues de Paris à l'eau potable. Ça craint. Une dernière question. Bon, Merci Isabelle. Alors, une dernière question, oui, Marie-Josée. Alors Marie-Josée Lacroix, ex-bureau du design. Merci beaucoup à tous les intervenants de la journée, mais à vous trois en particulier pour vos interventions. J'avais des questions pour chacun, mais là, comme on est à la toute fin, je suis quand même un peu curieuse sur l'usage du modèle ou du concept modèle et de la réplicabilité de vos propositions à Nouveaux Voisins et vraiment. Alors, comment vous utilisez un concept réplicable ou un modèle, une modélisation et stimuler l'innovation par cette approche-là? Alors ça, c'était une question, mais peut-être que j'avais une autre question pour vraiment qui était comment vous arrivez à vivre? C'est quoi votre modèle d'affaires à bricoler à 49? Ça, je suis vraiment impressionnée. Donc, et puis finalement, pour vous, c'est Isabelle? C'était la question ce matin.
la dame du Design Council disait qu'il faut toujours s'interroger sur, après un projet, sur si on avait eu plus de temps et plus d'argent, ça serait quoi la prochaine étape? Vous rêvez de quoi pour ce projet prototypé pour la Ville de Paris? Donc, c'est peut-être trop lourd, donc je laisse celui ou celle qui veut répondre à une des trois, et puis le reste restera en suspens. Et merci encore. Je peux y aller rapidement puis laisser les autres poursuivre, mais je pense que nous, si on ne portait pas ce désir de réplicabilité, on serait juste finalement des architectes paysagistes glorifiés dans un OBNL. Donc, on serait dans des réseaux d'économie sociale et solidaire, mais ça s'arrêterait là. Donc, l'idée, et je reprends l'idée de devenir inutile, c'est comment on fait pour nos projets à l'échelle résidentielle, donc comme les jardins expérimentaux. On peut développer des outils que les citoyens vont être capables de nous voler le plus rapidement possible. Et la même chose au niveau des villes, c'est-à-dire que si on fait quelque chose qui est un succès, on veut que les autres villes le fassent, pour être finalement toujours, lorsqu'on sera en relation contractuelle avec des villes ou en collaboration plutôt, d'être toujours au sein finalement du prochain enjeu. Et donc si le prochain enjeu n'est plus les communautés végétales à implanter, mais c'est plus sur finalement, comment on fait pour déployer un plan de biodiversité à l'échelle régionale qui influencera nos façons de produire, réglementer la ville, on sera là à ce moment-là. Ouais. Et je vais répondre à deux questions en même temps. La première, c'est en fait, dans beaucoup de projets, on est très frustré parce que, par exemple, on travaille pour le RSA, donc le revenu solidarité autonomie français, et on a travaillé pour un département, et à un moment on allait taper à la porte de l'échelle nationale du RSA pour leur dire en fait ce qu'on a fait dans un département, ce serait bien de le faire dans tous, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse 90 fois la même mission, et en fait on n'a jamais réussi à vous débloquer. Du coup j'ai répondu 3 questions en une réponse, à débloquer les fonds pour réussir à faire cette petite mission qui nous permettait de valoriser ce qu'on avait fait sur un département pour que ce soit accessible à tous. Et du coup, en fait, ce qu'on aimerait beaucoup par moment, c'est que quand on fait un projet, on arrive à dégager un peu de temps pour faire en sorte qu'il soit, mettre le petit effort de travail final pour être sûr qu'en fait, il soit facile d'accès à tous et qu'il puisse pas être réplicable tel quel, mais que le process qu'on a mis en place puisse être réplicable ailleurs. Pour arriver, il y a peut-être une autre solution, mais en tout cas que le process qu'on a déployé soit réplicable. Et du coup, c'est ça qu'on aimerait dans beaucoup de projets faire, réussir à faire en sorte qu'il soit réplicable. Et enfin, on répond à des marchés publics, donc on est payé. Et comme on fait de la prestation de conseil, et c'est toujours, et là c'est toujours une tension entre dire ce qu'on a vraiment envie de dire, ce qu'on fait à chaque fois, qui parfois fait qu'il y a des trucs qu'on n'arrive pas, on a des projets sur lesquels on ne peut pas aller. Je pense que notamment sur la question de protection des sols, il y a parfois des discours un peu trop radicaux qui fait qu'on n'arrive pas à travailler avec les collectivités, mais on arrive à trouver quand même des espaces tout en étant une agence privée qui contractualise, on arrive à trouver des espaces de liberté avec des gens qui ont envie de bosser avec nous. Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc comment continuer les projets, on peut les répliquer. 2, quand on peut les répliquer, on le fait. Et 3, on facture pour tout ce qu'on fait en fait, plus ou moins en fonction des gens à qui on travaille, mais voilà. Isabelle. Et oui, la dernière question qui était, si j'ai bien compris, oui, sur quel sujet on aimerait travailler. Pardon, je pense que c'était quelque chose comme ça. Pardon. En tout cas, par rapport au projet sur le réseau d'eau non potable, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours partir en fait de contextes très précis. Ça m'a ouvert les yeux, en tout cas, sur la possibilité de travailler avec d'autres types d'eau non potable, parce qu'en fait, ce réseau-là, il est spécifique à Paris, mais dans les eaux non potables, on a beaucoup d'autres types d'eau, les eaux d'exor, les eaux de pluie, les eaux fluviales, etc. Et ça me semble, en tout cas, un champ d'intervention extrêmement important et où il y a plein de choses à inventer. Donc, par rapport aux difficultés d'accès à l'eau et aux questions d'enjeux liés à l'eau sur ces prochaines années, il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Merci Émile, merci Grégoire, merci Isabelle. C'était très enrichissant. Alors, on va prendre une pause. Et merci à vous tous, puis merci surtout à vous trois de nous avoir partagé cette expérience. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.